Ben, je tiens absolument à remercier l'Université de Poitiers qui m'invite régulièrement pour venir parler aux étudiants et aux collègues professeurs, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème général, introductif, et peut-être que l'année prochaine ou l'année suivante, je viendrai vous parler de choses plus spécifiques qui sont liées un peu à ma recherche, qui sont les activités mathématiques en pays d'islam, comme on dit, d'une manière la plus neutre possible, entre le IXe siècle et le XVe siècle. Là, je vais vous faire un petit panorama pour vous situer un peu les choses, et puis j'espère ne pas être trop bavard, et puis surtout être à votre disposition pour répondre à quelques questions. Alors, une première précision, quand on parle de sciences arabes chez les spécialistes, il s'agit des sciences qui ont été pensées à partir d'un certain moment de l'histoire de l'humanité, écrites, enseignées, publiées et diffusées en langue arabe, pratiquement à 90%, 95% même parfois, à partir du IXe siècle jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'était ça la situation. Si vous voulez, l'arabe, c'était l'anglais d'aujourd'hui, pour les sciences et la philosophie, dans un immense espace qui était sur 3 continents, comme je vais vous le montrer. Et donc, c'est la seule raison pour les spécialistes d'appeler ces sciences les sciences arabes. A contrario, ça veut dire que quiconque apprenait la langue arabe, comme aujourd'hui quiconque apprend l'anglais, quiconque apprenait l'arabe, quiconque aussi avait des aptitudes, évidemment, à faire de la science ou de la philosophie, eh bien, il pouvait s'engager, quelle que soit dans cette aventure scientifique, quelle que fût son origine ethnique ou confessionnelle ou culturelle, ou quelle que fût sa langue maternelle. Donc la définition est très claire. Il n'y a aucune connotation de type culturel, en tout cas au départ, ni de type confessionnel, que ce soit au départ et après d'ailleurs, vous allez voir. Voilà. Alors je vais vous raconter comment les choses se sont passées. D'abord, va se créer, en l'espace de quelques décennies, entre 632 et 751, quand même plus d'un siècle, donc après une conquête, une longue conquête, va se créer un espace que j'appelle, moi, un empire-monde. Voici cet espace. Donc il est sur 3 continents, sur l'Asie, sur l'Afrique et sur l'Europe ici, mais en fait il faut ajouter en vert toutes les îles de la Méditerranée, absolument toutes, à une époque, étaient sous domination de pouvoirs musulmans. Pouvoir musulman avec un S, parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Il y avait le pouvoir central à Bagdad, d'abord à Médine, puis à Damas, puis à Bagdad, puis ensuite des pouvoirs régionaux qui vont relayer le pouvoir central, et qui parfois vont s'opposer même au pouvoir central. Mais ça ne nous concerne pas dans cette conférence, bien sûr, sauf si vous me posez des questions. Donc, c'est un immense espace, et donc c'est un empire-monde. Retenez ça parce que ce qui va se passer dans cet empire-monde, même au niveau des sciences, eh bien, ça va se passer à la dimension de cet empire-monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens intelligents partout, mais des gens intelligents ou des gens perfectionnés ou des gens spécialistes qui vont travailler dans un petit espace, dans une ville, comme Alexandrie par exemple, ce n'est pas la même chose que s'ils vont travailler dans une perspective qu'ils travaillent dans un espace international avec un réseau de circulation, un réseau de communication et un réseau scientifique qui va de Samarcande vous voyez ici, à Saragosse, ici, et qui va de Palerme à Tombouctou, ici, parce que là, pour le moment, c'est vert jusqu'ici, c'est le résultat des conquêtes, mais ça va être vert un peu plus au sud par le phénomène de ce qu'on appelle le prosélytisme marchand. Donc, voici une deuxième carte qui est la même. Vous avez remarqué, j'ai changé la couleur. Donc, le même espace, c'est l'espace des conquêtes, mais c'est pour vous montrer un des éléments moteurs de cette civilisation, en plus évidemment de l'élément moteur premier, comme dit Aristote, qui est la nouvelle religion. Mais ça c'est tellement évident que je n'insiste pas. Donc avènement d'une nouvelle religion, acquisition d'un immense territoire et surtout, contrôle d'un immense espace commercial. Ce réseau commercial est mondial. Et donc, il va y avoir comme conséquence des conquêtes le contrôle
par une puissance nouvelle du commerce international à grand rayon d'action, en plus du contrôle du commerce régional et local qui existait. Mais avant, il y avait commerce local, commerce régional, puis des séparations parce que les pouvoirs étaient antagoniques, plus ou moins. Il y avait des frontières, il y avait des taxes à chaque frontière, il y avait des armées qui protégeaient les espaces. Et avec ce nouvel empire, il y a eu une sorte de pacification. Vous savez, on parle toujours de la Pax Romana, qui a pacifié un immense territoire et qui a permis que, pas seulement les armées romaines, mais les marchands, les intellectuels de l'époque pouvaient circuler d'une ville à l'autre, avec une relative sécurité. Et bien là, vous remplacez Pax Romana par Pax Islamica, dans le sens évidemment d'une paix militaire, forcée bien sûr, et puis d'une nouvelle dynamique commerciale. Alors vous voyez les routes commerciales qui sont là, toutes ces routes, alors certaines ont existé bien avant l'avènement de la nouvelle religion, en particulier la route de l'Inde, elle existait. Les routes méditerranéennes existaient aussi. Et puis, les routes de la soie au pluriel, existaient aussi. Ce que va faire ce nouveau pouvoir, il va introduire il va d'abord multiplier les routes commerciales. Il y a des routes qui n'existaient pas et qui vont se développer, en particulier les routes qui vont capter les richesses de l'Afrique subsaharienne. Il y aura des routes qui vont aller tout le long de l'Afrique ici, jusqu'au sud, jusqu'à l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Il va y avoir en fait un développement quantitatif des activités commerciales, beaucoup plus qu'avant, en Méditerranée, dans toutes les mers qui sont là, et multiplication des routes commerciales, et surtout, fluidité beaucoup plus grande de la circulation des marchandises, des hommes, et comme conséquence, sur les sciences, circulation de tout ce qui va être écrit et publié et diffusé dans tout le territoire et même à l'extérieur du territoire contrôlé par les pouvoirs musulmans. Et enfin, il y a un troisième facteur important qui est un facteur dit sociétal. La société qui va être dans cet empire, contrôlée par ce nouveau pouvoir, ce n'est pas une société, ce sont des sociétés. Et donc il va y avoir des sociétés multilingues. Chaque peuple, chaque population avait sa langue, qui n'a jamais disparu, mais il va y avoir la langue arabe qui va dominer dans les activités intellectuelles, philosophiques, scientifiques et dans les activités politiques. Il va y avoir donc un caractère multiconfessionnel, donc il y aura des musulmans, bien sûr, mais ils vont être, ça étonne beaucoup les gens quand je le dis, ils vont être minoritaires pendant plus d'un siècle et demi. Ils sont dans un empire qu'ils gouvernent, qu'ils contrôlent, mais sociologiquement, ils vont être minoritaires. Pourquoi? Parce que l'islam s'est diffusé lentement. Et parce que l'islam n'a pas été décidé par décret. Ça paraît paradoxal. La conquête a été décidée. Elle a été réalisée. On a contrôlé un immense territoire. Mais on n'a pas obligé les gens à devenir musulmans. C'est comme ça. J'y peux rien, j'y étais pas, ce sont les historiens eux-mêmes qui le disent. Et donc, il y avait juste quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. Je parle aux jeunes, il y a eu un contrat. Quand un conquérant arrive, et il dit aux gens, écoutez, si vous voulez être musulman, vous avez tous les avantages. Si vous voulez rester chrétien, il n'y a absolument aucun problème, vous avez un statut particulier, parce que vous êtes des gens du livre, vous êtes monothéistes. Donc vous payez un petit impôt quand même, il ne faut pas exagérer, et puis là, vous avez quelques privilèges, et puis on vous protège. Vous, les juifs, c'est la même chose, vous êtes des gens du livre. Vous êtes monothéistes, vous payez le même impôt que vos copains, bon, et puis on vous protège. Et on vous autorise à... Vous, les païens, c'est un autre statut, parce que les païens, l'islam est venu comme religion monothéiste pour combattre surtout le paganisme qui existait en Arabie. Donc vous, les païens, on va voir, on va faire un tri. Ceux qui ne sont pas très loin d'une religion monothéiste, on va les accepter, et puis bon. Puis ils ont joué sur les générations, qui vont s'islamiser par mimétisme, par contact, etc. Par pression sociale. Mais il n'y a pas eu de décret. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un siècle et demi, la majorité des habitants, gouvernés par des musulmans et des arabes, n'étaient pas musulmans et n'étaient pas arabes. Et ne parlaient pas la langue arabe. Bien. Ensuite, les générations qui vont venir, il faut bien voir cette dynamique. Hein.
Le prophète est mort en 632, et puis les sciences ne vont commencer qu'au dernier tiers du 8e siècle, presque 2 siècles après. Donc il faut tenir compte du temps. Sinon, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Entre-temps, de nouvelles générations sont arrivées dans un nouveau contexte politique, idéologique, religieux, culturel, avec une langue qui va être dominante en politique, dominante évidemment dans l'armée, dominante dans la culture. Et puis les nouvelles générations vont aller à l'école, comme on dit. Ici, on dit l'école de la République, et ils vont donc s'arabiser. Et donc, ils vont devenir des acteurs de cette nouvelle aventure, même si, tout en s'arabisant, ils pouvaient rester païens, ou juifs, ou chrétiens. Vous n'êtes pas habitués à ces catégories, hein, mais je vous le dis. Prenez l'exemple des Coptes. Les Coptes, ce sont des Égyptiens, ce sont les Égyptiens. Et ce sont les véritables Égyptiens. Les Arabes ne sont venus qu'après, et ils étaient minoritaires. Et puis les musulmans vont arriver aussi, donc en 642 en Égypte, et ils vont proposer le même deal, comme on dit en anglais, mais les autres n'ont pas accepté, donc les musulmans vont gouverner l'Égypte en restant minoritaires. Les musulmans vont rester minoritaires en Égypte jusqu'au Xe siècle. Si quelqu'un veut me contredire, il suffit qu'on aille voir les textes. Mais, par contre, les Coptes, dans cette dynamique qui est beaucoup plus une dynamique civilisationnelle, qui n'a pas été décrétée, d'arabisation, eh bien, les Coptes ont été amenés, parce que les nouvelles générations de Coptes, d'Égyptiens, ne parlaient plus le grec, de changer leur liturgie, ne parlaient beaucoup plus l'arabe. Alors, la liturgie copte a été changée disons, dès la fin du 8e siècle, et les prières étaient en arabe jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun décret qui a obligé les Coptes. C'est la pression sociale, la pression culturelle, l'environnement. Bien. Et enfin, ce sont des sociétés multiculturelles. Dans cet immense empire, ceux qui dirigeaient avaient la culture arabe, qui était au 8e siècle, début du 9e, la moins développée. La moins développée. Surtout que la culture arabe était essentiellement ou exclusivement orale. D'ailleurs, le seul texte qui va être écrit réellement sur du parchemin et du papyrus, avant que le papier ne se développe, cela va être par décision politique le Coran. 60 chapitres. Puis ensuite, les paroles du prophète. D'accord ? Mais tout le reste, la belle poésie arabe, et la belle prose arabe, il y en a, mais surtout la belle poésie arabe qui existait depuis des siècles avant l'islam, eh bien, elle continuait à être produite et transmise oralement, et les gens apprenaient ça par cœur. Ne vous étonnez pas hein, que les gens apprennent par cœur beaucoup de choses, parce que c'était une culture d'oralité, donc un gamin, et il acquiert une sorte de puissance de mémorisation insoupçonnée. On raconte des tas de choses sur ça, parfois des légendes, parfois des choses vraies, sur cette mémorisation de certains gamins, et puis adultes plus tard. D'ailleurs, je vous signale que le Coran, à la mort du prophète, 60 chapitres quand même, hein, c'est-à-dire que si vous regardez sur Internet aujourd'hui, ça fait quand même 300 pages, 400 pages. Eh bien, il était exclusivement, ou quasi exclusivement, dans la tête des gens, dans la mémoire des compagnons du prophète. Et il est resté comme ça pendant des années. Il est mort en 632, ce n'est qu'en 658 qu'un calife quand même, qui commençait à s'inquiéter des petites déformations, des défaillances un peu de la mémoire peut-être, des petits clivages qui sont apparus chez les compagnons du prophète, parce que chacun a cru entendre telle ou telle formulation de telle phrase attribuée à Dieu quand même, il ne faut pas exagérer, c'est trop important. Donc il a décidé d'écrire le Coran sur des parchemins, sur un parchemin. Et il y a eu des polémiques. Mais sinon, avant, pendant des décennies, les gens apprenaient par cœur le Coran et pouvaient vous le réciter, les 60 chapitres, sans poser aucun problème. Bien, ça c'est la culture de l'oralité. Vous êtes très loin de cette culture de l'oralité, sauf quelques exceptions, bien sûr, dans notre civilisation. Donc, n'oubliez pas, multilingue, ça n'a pas joué pour les sciences, après. Multiconfessionnel, ça n'a pas joué pour les sciences, après. Multiculturel, ça n'a pas joué pour les sciences, après. Mais avant, au démarrage des sciences, ces 3 paramètres vont être très importants. Parce que les sciences n'étaient pas entre les mains des Arabes. Les sciences étaient dans la tête ou dans les livres des populations qui n'étaient pas arabes, qui n'étaient pas musulmanes et qui vont devenir des citoyens de cet empire.
et donc qui vont mettre à la disposition des autres, de tout le monde, eh bien, cette richesse qui est à la base du développement des sciences. On va voir comment. Alors, comment ça va commencer? Le prophète meurt en 632. 632-754, je prends cette période. De 632 à 661, c'est la période des 4 califes bien dirigés. Il ne se passe rien en sciences. De 661 à 754, c'est la période de la dynastie des Omeyyades. Il ne se passe pratiquement rien en sciences. Au sens de sciences écrites, avec des structures d'enseignement, avec des professeurs, avec des livres, ben, il n'y a pas tous ces critères. Après, vous savez, ça fait 150 ans qu'on fait des recherches quand même sur l'histoire des activités scientifiques en pays d'islam, et personne ne vient nous contredire. Voilà la situation. Ça commence à bouger lorsqu'une nouvelle dynastie va arriver. Elle va arriver en 751. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il y avait quand même? Eh bien, quand il n'y a pas de science au sens de la norme d'aujourd'hui ou de la norme grecque, de la norme du IXe siècle, il y a quand même quelque chose, ce n'est pas le désert. Il y a ce qu'on appelle les savoir-faire. Alors, par exemple, il y avait des techniques militaires. On n'a pas besoin de bouquins. On a besoin juste de quelques espions. Voilà, pour repérer un peu ce que font les ennemis. Ensuite, de quelques petits ingénieurs, même pas de grands ingénieurs, qui bricolent un peu les savoir-faire de l'ennemi pour l'améliorer, pour être toujours en avance. Voilà. Et puis, ça marche très bien, puisqu'on gagne des guerres avec ça. C'est la plus belle preuve, d'ailleurs, qu'on n'a pas besoin au départ de sciences constituées. Il y a les procédés hydrauliques. Si ça avait été dans le nord de la France, je ne parle pas de Poitiers, hein, dans le nord de la France, ou bien en Allemagne, ou bien en Suède, eh bien, je n'aurais pas parlé de l'hydraulique comme savoir-faire, parce qu'il n'avait pas besoin d'inventer des techniques pour aller capter l'eau. L'eau, elle était devant la porte, d'accord? C'est par nécessité, depuis des siècles et des siècles avant l'islam, que les peuples de ces régions, en particulier des régions tempérées et un peu arides, vont inventer, ça c'est le génie de l'homme, hein, inventer des techniques parfois très sophistiquées, mais qui ne sont jamais justifiées ou qui ne sont pas décrites dans des livres. Ce sont des savoir-faire transmis de maître à compagnon, de maître à artisan, pour creuser des puits, pour fabriquer des canalisations, pour arranger les canalisations pour que quand on capte par exemple l'eau d'une source, on s'arrange, même si la source elle est ici, comment s'arranger pour la faire circuler l'eau à des centaines de kilomètres. Nous avons des preuves. En particulier ce qu'on appelle les canats. Si un jour vous prenez l'avion et vous avez la chance d'aller entre Paris et Pékin, et vous traversez donc, vous allez traverser l'Europe du Sud, puis vous traversez la Turquie, puis à un moment donné, vous remarquerez que vous n'êtes plus en Turquie. Pourquoi? Parce que vous trouverez sur la Terre, très loin, à 10 000 mètres, hein, vous trouverez des petites boursouflures, comme des verrues sur la Terre. Des verrues tous les 3 km, 4 km, une verrue comme ça. En fait, ce sont des bouches d'aération sur des centaines de kilomètres. Ce sont des techniciens, bien avant l'islam, qui ont inventé le système des qanats, Q-A-N-A-T-S. Ça veut dire canal. Et qui est captation de l'eau, ensuite acheminement de l'eau pendant des centaines de kilomètres, avec des systèmes d'aération, des systèmes de vidange, etc., avec des spécialistes, bien sûr, qui ne sont pas n'importe qui, et qui ont permis de faire fructifier une agriculture de ce qu'on appelle les terres semi-arides. Bien avant les technologies d'aujourd'hui, bien avant les techniques agronomiques d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dominateur par la science moderne qu'on croit tout inventer. On croit avoir tout inventé. En fait, chaque civilisation croit avoir tout inventé. Les Grecs le pensaient, les musulmans aussi le pensaient à un moment donné, et puis on change d'avis quand on se casse les dents. Voilà. Il y a les pratiques géométriques, mesurage, découpage. Ce sont des techniques, hein. Elles ne sont pas enseignées, elles sont apprises sur le tas. Des pratiques astrologiques. Ben ça, c'était très sérieux pendant longtemps, même maintenant pour certaines catégories de la population. Ce sont les seuls outils à l'époque qui permettaient de prédire l'avenir. Et comme les gens croyaient à la fiabilité de ces techniques, eh bien, ils demandaient aux astrologues, ils leur donnaient de l'argent, ils leur demandaient de leur dire quel était leur avenir particulier, individuel, familial, ou bien surtout les hommes politiques étaient très friands des résultats de l'astrologie, pour des raisons politiques évidentes. Et puis il y a les pratiques médicales. Des pratiques médicales qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des pratiques traditionnelles, des pratiques avec les soins avec les plantes,
par opposition aux pratiques savantes qui vont être héritées de la tradition indienne et grecque. Ben voilà, pendant un siècle et demi, c'est tout ce qu'avaient les citoyens de cet immense empire qui déjà contrôlait la plus grande partie de la Terre. Hein. C'est ça qui est important, ou du moins une grande partie de la Terre. Mais ils n'avaient pas encore de science. Et ce n'était pas automatique qu'ils pensent aux sciences. Parce que n'ayez pas une vision mécaniste de la vie et de l'humanité. Les gens croient qu'à partir d'un certain moment, toute société, automatiquement, elle développe les sciences. Non, nous avons des exemples dans l'histoire où des sociétés ont été très florissantes, ont dominé des populations entières, ont été très riches, et elles n'ont pas produit de tradition scientifique. Bon, on peut produire de la science, localement, du savoir-faire, mais de tradition scientifique avec des maîtres, des écoles, l'équivalent de collège supérieur, d'université, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un mécanisme résultat d'une alchimie complexe que les historiens n'arrivent pas d'ailleurs à décortiquer, mais dont ils ne peuvent analyser que les résultats, les effets, qui montrent, par exemple, voilà, quelque chose qui va vous étonner. Donnez-moi une grande puissance qui n'a pas produit, dans sa civilisation, une tradition scientifique importante. Une au moins. En Europe. Il y en a une. J'ai prononcé son nom tout à l'heure. Ben, c'est la civilisation romaine. Alors, si vous ne le savez pas, les jeunes, je vous apprends. Les Romains, leur civilisation qui a duré des siècles, qui a permis de contrôler une grande partie de la Terre, ont été de grands militaires, de grands stratèges, de grands architectes. Ils ont produit une littérature, ils ont produit un droit canon. Ils n'ont pas produit une tradition mathématique, ni une tradition, je dis tradition au sens où vous allez voir des professeurs, des maîtres, des livres, une tradition médicale, même s'il y a eu un très grand médecin à l'époque romaine, mais il n'était pas romain, il était grec. Mais grec, ce n'est pas grave qu'on soit grec et puis qu'on travaille dans une tradition romaine. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent comme scientifiques aux États-Unis, à tel point qu'aujourd'hui, pratiquement 50%, paraît-il, de la science américaine est produite par des étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont même pas nés aux États-Unis. Mais ça, c'est un phénomène de mondialisation. Eh bien, les Romains n'ont pas produit de tradition scientifique. Alors, si il y a des saint Thomas dans l'amphi, et heureusement qu'il y en a, après la conférence, allez pianoter sur Internet pour voir si j'ai raison. D'accord? Essayez de voir s'il y a eu un grand mathématicien pendant l'époque romaine. Vous en trouverez au moins un, mais il n'est pas grand. Il n'est pas grand ni aux yeux des mathématiciens d'aujourd'hui, ni aux yeux des observateurs de son époque, et a fortiori des observateurs d'avant son époque, ce qui est plus grave. Quand des gens qui sont venus avant, si on les réveillait un peu, hein, ils sont morts depuis longtemps, on leur dit alors, que pensez-vous de ce mathématicien qui est venu 4 siècles après? Oh, qu'est-ce que je dis 4 siècles? 8 siècles après. 8 siècles après. Oh, ah non, il n'est pas du niveau du tout. Il n'a même pas compris les mathématiques produites 8 siècles avant. Alors je vous laisse le soin de trouver le seul mathématicien qui a vécu à Rome à l'époque romaine et qui a représenté les mathématiques. Alors si vous me payez un café après et avant que je prenne le train, je vous donnerai le nom, d'accord? D'habitude, je dis aux jeunes des lycées et collèges que celui qui trouve le nom, je lui paye un McDo. Et un jour, il y a un gamin futé qui me dit « Ah non, 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 monsieur, la question est trop difficile, un McDo, c'est pas suffisant. » Sous-entendu, je réponds, mais à condition de monter un peu le truc. Alors, comme je savais qu'il n'avait pas la réponse, je lui dis « moi, je vais au-delà du McDo. » Voilà, dans un restaurant que tu n'as jamais fréquenté. Il n'a pas trouvé la réponse. Hein. Ah, les choses vont changer à partir de 754. Une nouvelle dynastie arrive. On l'appelle la dynastie des Abbassides. Rassurez-vous, hein, ce ne sont que des cousins. Hein. Mais ça, c'est la lutte politique. Alors, ne me lancez pas sur la lutte politique parce que c'est inextricable et c'est comme les mille et nuits. Hein. Tous les jours, je vous raconte une histoire. Bon. Et elle est passionnante, d'ailleurs. Mais, toujours est-il que il y a eu des cousins qui ont gouverné de 661 à 751. Ce sont les Omeyyades. C'est des cousins du prophète, d'ailleurs. Puis, il y a eu coup d'État, par des cousins du prophète, aussi, et cousins des premiers. Et ce coup d'État a réussi, grâce à une coalition subtile,
je ne rentre pas dans les détails, des forces sociales de l'époque, parce que ce n'est pas des images d'Épinal, hein, ce sont des gens qui se battaient comme aujourd'hui. Hein. C'est des rapports de force. C'est pire que la campagne électorale d'aujourd'hui, hein, c'est pire. Sauf qu'il n'y avait pas de campagne électorale. Tout était en dessous, caché. Puis on avait le résultat. Bref, ça a abouti quand même à une guerre civile. Et cette guerre civile donc, a permis au deuxième cousin d'assassiner tous les autres cousins qui gouvernaient et de prendre le pouvoir par la violence. Mais nous, on les absout parce qu'ils vont construire une grande civilisation. C'est comme ça. Et vous savez, ils ont tué tous les cousins qui risquaient d'être au pouvoir, même les collatéraux, sauf un. Ça paraît vraiment une légende. Hein. Ben, c'est vrai, parce que parfois l'histoire est faite aussi d'accidents. Bien sûr, on ne peut pas théoriser les accidents, comme disent les historiens, mais on en tient compte. Eh bien, ce monsieur s'appelle Abd-ar-Rahman. Abd-ar-Rahman, ça veut dire le serviteur du miséricordieux. Vous savez pourquoi il a été sauvé après? Parce qu'ils ont failli l'attraper. Parce qu'il était marié, c'était une tradition, il devait être calife, empereur, et donc il devait se préparer aux équilibres politiques. Il s'était marié avec une arabe du centre, avec une berbère de l'Occident, avec une persane. Et ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était marié avec une berbère du Maghreb extrême, près de l'Atlantique, d'une tribu. Et quand il a échappé au massacre, il est venu dans la tribu, et c'est une belle histoire, et il a constitué une armée, puis il a dit, bon, alors maintenant je dois choisir où est-ce que je vais construire mon premier pouvoir pour récupérer ma capitale, Damas. Eh bien, il va en Espagne, parce que ça bougeait beaucoup en Espagne, des luttes entre berbères, arabes, etc. Et il va prendre le pouvoir. Et il va être tellement célèbre, donc c'est le premier de la grande dynastie de ce qu'on appelle les Omeyyades de Cordoue. Et je vous invite à lire hein, les livres qui sont écrits sur les Omeyyades de Cordoue, c'est une très belle civilisation. Mais ce monsieur est devenu célèbre avec un nom qui est vraiment d'actualité parce que il s'appelle Abd-ar-Rahman ad-Dakhil. Vous savez ce que ça veut dire? C'est Abd-ar-Rahman l'immigré. C'est le premier immigré en Europe, venant d'Orient. Mais celui-là, il a réussi. Hein. Non seulement il a eu un boulot, mais il a eu un boulot de roi, hein, sans faire de jeu de mots facile. Bien. On reviendra à cette Espagne parce qu'elle a apporté beaucoup de choses en sciences. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah, là vont démarrer les sciences. D'abord, élaboration d'un nouveau savoir lié à la langue arabe. Là, on va prendre conscience que la langue arabe ne doit pas être uniquement l'apanage des Arabes en tant que tel, mais justement de tous les citoyens de cet empire qui n'étaient pas arabes. Comment enseigner l'arabe à des étrangers? Parce que vous savez, enseigner le français à un Français, ce n'est pas la même chose qu'enseigner le français à un étranger. Je vous le dis parce que moi, j'étais pendant longtemps étranger. Et je ne parlais pas du tout le français, jamais à la maison, parce que personne ne me comprenait, et je n'ai appris le français qu'à l'école. Donc avec une pédagogie qui n'est pas la pédagogie de tout bébé qui apprend sa langue maternelle en tétant le sein de sa mère. Vous voyez bien, sans pédagogie, mais ça marche très bien d'ailleurs. Bien. Et donc il fallait une nouvelle pédagogie, donc il fallait développer les sciences de la langue, et il fallait évidemment développer les sciences qui sont liées au socle de cette civilisation, forcément, c'est une civilisation construite sur la religion. Donc le Coran, le livre sacré des musulmans, et puis les hadiths. Alors les hadiths, c'est quoi? En arabe, ça veut dire les discours, les propos. En fait, ce sont toutes les décisions, les paroles, les actes, les silences du prophète pendant sa vie. Du moins, pendant sa vie de prophète. C'est important. Parce que pendant sa vie de prophète, qui a commencé à 40 ans, oui, il a eu le temps, avant il était commerçant, et là, toutes ces phrases sont très importantes pour élaborer ce qu'on appelle un droit canon. Parce que le Coran n'a pas suffi. Et donc, pendant toute une période, il y a eu ces sciences. Ce n'est que dans une seconde période, à la fin du 8e siècle, qu'on voit apparaître des initiatives très intéressantes où on va chercher des manuscrits grecs, parce qu'on a appris qu'il y avait chez les autres peuples, certains n'étaient même pas dans l'Empire musulman, comme les Byzantins, il y avait des sciences qui dormaient dans les bibliothèques. Alors on va traduire des textes grecs, des textes sanscrits, c'est-à-dire des sciences produites en Inde, des textes persans. Alors les persans sont devenus des sujets du pouvoir musulman, hein, de l'Empire musulman. Mais ils avaient une vieille civilisation, les Persans, et ils avaient produit de la science et de la philosophie. Les Mésopotamiens
Alors là, c'est le croissant fertile. Hein. On dit mésopotamien ou babylonien, ou c'est pas important. Donc là, il y avait certains écrits étaient sur des parchemins. La plupart des écrits, malheureusement, étaient sur des tablettes cunéiformes que les musulmans n'ont pas pu déchiffrer parce qu'ils ne connaissaient pas la langue de leurs ancêtres, parce que ce sont quand même leurs ancêtres. Et puis, il y a les latins. Pendant longtemps, on a pensé que lorsque les premiers conquérants musulmans sont arrivés dans la péninsule ibérique, en 711, on a pensé qu'ils avaient trouvé le désert chez les Visigoths, parce que l'Europe était à l'époque très en retard par rapport à l'Orient. L'Europe chrétienne, très en retard par rapport à l'Orient chrétien, du point de vue science, philosophie, etc. Et c'était, certains médiévistes appellent ça la période d'hibernation de l'Europe. Ça dormait tranquillement, comme les ours en hiver, vous voyez. Sauf que là, ça a duré des siècles et des siècles. Bon. Et puis, malgré tout, les conquérants musulmans, du moins leurs élites, vont trouver des textes écrits en latin, qui n'étaient pas d'un très grand niveau, mais qui ont servi aux premiers musulmans, parce que les premiers musulmans étaient encore plus ignorants en sciences que certaines élites de ces régions. Donc ils ont été très pragmatiques. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques images sur qu'est-ce qu'on va traduire. On va tout traduire. Il y a eu une boulimie qui est devenue une sorte de comportement culturel. Nous savons que ça a commencé à peu près au dernier tiers du 8e siècle, parce que nous avons plusieurs témoignages concordants, parce que les historiens des sciences n'aiment pas beaucoup les légendes. Hein. On les utilise pour empêcher les étudiants de dormir pendant l'après-midi, parce que c'est le moment de la sieste, c'est après le repas, mais sinon, on fait très attention aux légendes. Mais là, ce sont des faits concordants. C'est pendant le règne d'un grand calife, qui est le deuxième abbasside, qui s'appelle Al-Mansour, pas très connu, qui a gouverné de 754, c'est pour ça que j'ai pris cette date, à 775, qui a commencé à financer des traductions d'ouvrages. Voilà. Et d'ouvrages grecs, d'ouvrages indiens, essentiellement grecs et indiens. Mais en fait, quand on fait maintenant le bilan de ce qui a été traduit dans toutes les disciplines scientifiques et philosophiques, ce qu'on a traduit de l'héritage indien représente moins de 20%, et à peu près plus de 80% vient des Grecs. Dans certaines disciplines, c'est 100% qui vient des Grecs. Dans d'autres disciplines, c'est plutôt 70% et puis 30% indiens. Cela dépend. D'accord ? Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous me posez des questions, je vous donnerai des précisions. Et puis j'ai écrit des livres sur tout ça, je vous donnerai après quelques informations pour en savoir plus, comme on dit. D'accord ? Alors, la médecine grecque, voilà. D'abord, on va profiter des textes qui avaient été traduits avant l'islam en langue syriaque, qui est une langue de la région, qui est de la même famille que l'hébreu et l'arabe, et l'araméen. Et c'est une langue, regardez, qui s'écrit un peu comme l'arabe. Et puis, en fait, ce sont des traductions de textes grecs qui ne vont être traduits en arabe que dans une seconde phase. Ça, c'est une traduction en arabe, lorsque les nouvelles générations vont demander des textes en arabe. Mais les premières générations, lisez le syriaque ou lisez le grec, ou à l'ouest, lisez le latin. Bref, le besoin va apparaître vraiment au dernier tiers du 8e siècle, avec une arabisation de plus en plus grande. C'est un phénomène sociétal. Bon, ce que je vous montre, c'est la médecine. Ça, c'est Galien, une page de Galien. Par exemple, Galien est considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant le plus grand médecin de toute l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité, jusqu'au XVIIe siècle. Ce sont les musulmans eux-mêmes, quand ils arrivent au IXe siècle, qui vont donner de très grands médecins aussi, je vous les montrerai, qui disent le plus grand de tous, c'est Galien. Donc ils vont chercher les livres de Galien n'importe où ils étaient. Ils vont dépenser des fortunes pour trouver des textes de Galien et les traduire. Eh bien, ils ont traduit plus de 100 écrits de Galien. Ils ont traduit beaucoup moins d'Hippocrate, qui est grand, le fameux serment d'Hippocrate. Ils ont traduit 12 textes d'Hippocrate. Ils n'ont pas trouvé les autres. Ils ont traduit une vingtaine de textes de Rufus d'Éphèse, qui n'est pas connu du tout aujourd'hui, mais qui était très important, qui est tardif. Et bon, les musulmans ne savaient rien de la médecine savante, ils vont traduire ces textes-là. Et puis ils vont trouver des textes indiens. Ils vont traduire au moins 4 grands textes indiens de médecine. Pendant longtemps, on ne le savait pas. Donc dès le départ,
il va y avoir trois traditions qui vont se chevaucher en médecine. Ça va être la même chose pour les autres sciences d'ailleurs. Tradition indienne, tradition grecque et tradition populaire. Même pour la science. Bien pour les mathématiques aussi. Sauf que je ne l'appellerai pas tradition populaire en mathématiques, on dira des savoir-faire, des procédés mathématiques. Puis il y aura la tradition indienne et la tradition grecque. Bien, voici de la géométrie. Ça, c'est une page d'Archimède, la mesure du cercle. Ben, voici sa traduction en arabe. Une page, hein, c'est tout. Ça, c'est de la géométrie très sophistiquée. Voici de l'astronomie indienne, avec des mathématiques indiennes. Voici le résultat du passage de certains textes indiens. C'est l'arrivée à Bagdad, au début du IXe siècle, des chiffres que plus tard les Européens appelleront à tort chiffres arabes, mais qui sont d'origine indienne. Les voilà. Et ils vont être utilisés au Maghreb et en Espagne musulmane comme ceci, parce que ce sont les utilisateurs qui vont les déformer. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, à l'origine, à l'origine, les spécialistes vous diront, j'ai toute une conférence sur ça, qu'à l'origine, cette invention est indienne, plusieurs siècles avant l'avènement de l'islam. Et quelle est cette invention? Elle est capitale. C'est l'invention de la notion de système de numération positionnelle avec le zéro. Ça, c'est une très belle invention. Elle est tellement belle et tellement incontournable que tous les peuples vont l'adopter jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule manière de calculer, de compter, c'est le système indien. Bon, on l'appelle les chiffres arabes, et le système arabe. En fait, non, les Arabes ont été le relais capital qui est arrivé au bon moment, début du IXe siècle, qui ont pris conscience que la manière de calculer des Grecs n'était pas la bonne, alors qu'ils adoraient les Grecs tous les matins. Un bon scientifique musulman, tous les matins, normalement, il fait une prière pour qu'il trouve un manuscrit grec. Et si vous lui dites que Archimède s'est trompé, il peut vous flinguer. Il ne faut pas dire qu'Archimède s'est trompé, ou Aristote s'est trompé. Ah oui, les élèves les plus fidèles des Grecs, ce ne seront pas les Européens qui vont débattre, qui vont discuter du sexe des anges en philosophie, etc. Les musulmans, ils arrivent, ils trouvent cet échafaudage absolument incroyable de la philosophie, des mathématiques, ils disent « on prend ». Et puis ensuite, ils verrouillent, ils disent « la meilleure mathématique, elle est grecque, la meilleure philosophie, elle est grecque ». Bien sûr, comme ils sont réalistes, qu'ils sont en train de bâtir une civilisation de briques et de brocs au départ, bien lorsqu'ils voient qu'une méthode est meilleure chez les Indiens que la méthode grecque, bon, qu'à cela ne tienne, ils prennent la méthode indienne, ils l'enseignent à leurs enfants, et tous les matins, ils continuent à dire « Ah, mais les meilleurs sont les Grecs, hein. Les meilleurs sont les Grecs, les meilleurs sont les Grecs », par respect pour les maîtres. D'accord? Quels sont les facteurs favorables qui ont pu enclencher, qui ont favorisé le démarrage de ces activités scientifiques tous azimuts? Là, je vous ai montré un peu de mathématiques et de médecine, mais ça a touché la physique, ça a touché la mécanique, ça a touché l'agronomie, ça a touché la chimie, l'astronomie, l'astrologie. Tous les domaines qui ont été pratiqués par les Grecs vont être pratiqués de nouveau, parce que c'était l'hibernation aussi, hein, depuis le déclin de la civilisation grecque, depuis pratiquement la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, nous sommes au IXe, pendant 4 siècles, 5 siècles, c'était l'hibernation. Et l'arrivée de Byzance et le relais de Byzance, qui est l'héritier de la Grèce, c'était l'héritier de la Grèce au sens de la civilisation, de l'art, etc., mais pas des sciences. Il n'y a pas eu de développement significatif entre le IVe siècle et la fin du 8e siècle dans l'Empire byzantin. Il y a eu d'autres développements, bien sûr, et ça, ce sont les chercheurs qui le disent, les spécialistes de l'histoire culturelle et scientifique de Byzance. Alors, les facteurs favorables, ben, ce sont des facteurs, regardez, les historiens sont grosso modo d'accord sur ces choses-là. Le mécénat d'abord. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation, hein, ni de l'enseignement supérieur. Tout était privé. Donc il fallait que les gens financent ces choses-là. Ben, ce sont des particuliers, ou alors des gens de l'État, mais qui finançaient par amour de la science ou par intérêt, mais pas par décision politique pour dire il nous faut tant d'universités dans tel pays. Ça viendra plus tard. Et pour des raisons politiques et idéologiques. Donc il y a le mécénat, la fluidité de la circulation des savoirs, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à la fluidité de la circulation des marchandises, tout simplement, et des hommes, dans cet immense réseau international.
Ça c'est moins connu, la non-immixtion des pouvoirs politiques ou religieux dans la pratique scientifique. Quand je le dis dans les pays musulmans, ils sont étonnés. Dans les pays européens aussi, ils sont étonnés, parce qu'il y a cette idée que, à partir du moment où nous sommes dans l'espace musulman, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en particulier, comment peut-on imaginer que dans un espace totalement contrôlé par la religion, il y a une confusion d'ailleurs entre contrôlé par la religion et contrôlé par les religieux, ce n'est pas la même chose. Comment se fait-il qu'il y ait cette liberté de pratiquer la science? Ben écoutez, je suis désolé, moi je suis historien. Si c'était le contraire, je vous le dirais, ça ne me gêne pas du tout. Je suis d'abord historien, avant d'être musulman ou avant d'être de cette culture. C'est ça qui est important. Et donc, du coup, nous avons toutes les preuves aujourd'hui pour dire qu'aucun théologien n'est intervenu à notre connaissance, au vu des documents qui nous sont parvenus, soyons prudents, dans la pratique scientifique. Je ne dis pas que les théologiens ne sont pas intervenus. Ils vont intervenir dans le discours sur la science. Mais ça, c'est banal dans toute société. Quand une science se développe, ben, il y a les gens de culture, les gens de discours, les gens d'idéologie, comme on dit, les spécialistes, vont tirer ce qu'on appelle les sonnettes d'alarme, vrai ou faux. Ils vont dire, oh là là, attention, attention, attention. Il y a des scientifiques, là, ils sont inconscients, ils sont en train de... Bien sûr, ils ont des résultats, mais ils se dirigent vers une orientation dangereuse. Dangereuse pour qui? Au nom de quoi? Alors là, ce sont des positions idéologiques et culturelles. On dira à un moment donné, il y a des théologiens qui vont dire, attention, il y a des sciences qui sont inutiles. Ce n'est pas la peine qu'on perde du temps. D'autres vont venir et vont dire, non, non, non seulement il y a des sciences inutiles, on peut s'en passer, après tout, mais il y a des sciences dangereuses. Ah, selon quels critères? Bon, à l'époque, c'était des critères d'interprétation religieuse, et parfois même des critères de xénophobie, disons-le. Il y a des gens à Bagdad qui considéraient que toute science qui venait des Grecs ne pouvait pas être bonne, parce que, enfin, c'est une xénophobie religieuse, disons. C'est parce que ce sont des païens. Et donc, les païens, on ne peut recevoir que du mal des païens, parce qu'il faut au moins être monothéiste pour être tranquille. Et les païens, c'est le danger même. Voilà. Et donc, il y a eu des débats. Mais ces débats sur la science, ce n'est pas la même chose que intervention dans la pratique scientifique au quotidien. Ça, aucun théologien n'a osé intervenir sur la manière de faire de la science pendant 8 siècles. Et si vous voulez, je vous donnerai des exemples. Notez pour me poser des questions, parce que ce sont ces questions qui sont les plus importantes. Et si vous n'avez pas le temps de poser la question, ben je vous donnerai des références, vous lirez des livres où il y a des réponses. Partielles toujours, bien sûr. Voilà. Alors, ensuite, il y a l'industrie du papier. Vous voyez, je la mets au même niveau que tous les autres facteurs qui sont quand même énormes. Et souvent, pendant longtemps, on a oublié ça. Voilà un facteur technique, technologique, qui va être déterminant pour une civilisation qui a dominé le monde. Mais parce que le papier est arrivé au bon moment. Parce que c'est la conjonction du papier, de l'avènement d'une tradition scientifique, de l'avènement d'un immense marché international avec une fluidité de la circulation, qui fait que le papier va être un support d'abord beaucoup moins cher que le parchemin et le papyrus. Un étudiant pouvait acheter quelques feuilles de papier, pas beaucoup quand même, quelques feuilles de papier, au début. Puis ensuite, au Xe siècle, il pouvait acheter des rames de papier. D'ailleurs, le mot rame est un mot arabe, qui veut dire techniquement le paquet de papier. Qui peut me dire en arabe comment ça se dit en arabe? Pardon? Non, rame. Ah, il s'est trompé. Oh, rame, c'est le tas. C'est le tas. Ram, ça vient de rezma. Ah, il rigole. Parce qu'il connaît sa langue maternelle. C'est du dialecte en plus. Mais c'est du mot arabe. Rezma, ça veut dire paquet. C'est un peu mieux que le tas. D'accord? Ben, rezma, c'est un mot technique des papetiers de l'époque pour dire la rame, tout simplement. Il s'est resté aux Européens, forcément. Bon, je ne sais pas si c'était 50 grammes ou 70 grammes, hein, ça c'est un autre problème. Parce qu'il faisait les feuilles une à une. L'industrie du papier va introduire, regardez, je suis prudent comme historien, va introduire une relative démocratisation du savoir et une beaucoup plus grande diffusion du savoir, quel que soit le savoir, dans un espace qui est mondial. Que voulez-vous de plus? Ce sont les conditions objectives d'une situation exceptionnelle historiquement, où la science, grâce au papier en particulier, va enfin avoir le caractère
internationale. Elle a le caractère universel dans sa manière de se produire, mais internationale, ça veut dire qu'elle va circuler en l'espace de quelques mois, ce qui est quand même rapide, hein. Même vous, en tant qu'étudiant, si vous voulez partir de Paris jusqu'à Samarcande, parfois vous pouvez mettre plusieurs mois si vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein. Bien. Eh bien, en quelques mois, un livre écrit à Samarcande pouvait arriver à Saragosse et avoir été recopié entre-temps entre les pôles scientifiques entre Samarcande et Saragosse. C'est-à-dire les pôles du Shiraz, Ispahan, Raï, Damas, Bagdad, Le Caire, j'insiste beaucoup sur ces noms, hein, Kérouan, Tunis, il peut véhiculer comme ça. Bon, il peut passer pour aller vite par mer, s'il n'y a pas de tempête. Il arrive à Alexandrie, ensuite il arrive à Béjaïa, dans le Maghreb central, ensuite Ceuta, Ceuta, ensuite Séville, Cordoue et Saragosse, près des Pyrénées. Et en quelques mois, un livre tout chaud, si j'ose dire, produit à Samarcande par un très grand mathématicien, eh bien, il est connu à Saragosse. À Saragosse, on le lit, on l'enseigne, on le critique, et on renvoie, on écrit d'autres livres, et qui circulent dans l'autre sens. C'est un espace ouvert. Hier, j'étais à la radio périphérique à Paris, et j'ai dit aux auditeurs qui étaient étonnés, il y en a même un qui a téléphoné, j'ai dit, est-ce que vous savez, chers auditeurs, qu'il fut un temps dans cet espace musulman où la circulation des individus était 10 fois plus facile que la circulation d'un individu musulman aujourd'hui dans un espace musulman. Parce que l'immense territoire dans lequel se passe mon histoire aujourd'hui, il avait une caractéristique réellement, c'était un espace ouvert. Que le seul passeport, c'était la langue arabe. Et encore. Et donc, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de passeport. Vous avez une langue, vous quittez Tanger, prenez l'exemple. Prenons un exemple du XIVe siècle. Pourtant, ce n'est pas le siècle le plus productif, hein. Déjà, le déclin commence. XIVe siècle. Un jeune homme quitte Tanger. Il a 25 ans. Imaginons. Hein. Eh bien, il voyage dans tout l'Empire. Il va d'abord jusqu'à Saragosse, etc. Il va jusqu'à Tombouctou. Et il va vers l'Est. Alors, l'Est, c'est immense. Et il fait toutes les routes. Il suit les routes commerciales. Il décrit, etc. Il arrive jusqu'en Inde. On lui dit qu'il y a des îles qui sont à des mois de navigation. Il n'y a pas l'avion. Et il se retrouve aux îles Maldives. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas les îles Maldives. Regardez sur une carte tout à l'heure, les îles Maldives. Même pour aller au Club Med, ça coûte très, très, très cher par rapport au Club Med d'ici. Oui, le billet coûte beaucoup plus cher que le séjour. Aux îles Maldives. Et il devient ministre de la Justice, ou grand juge. Bon, il en profite quand même pour se marier avec 4 femmes. C'était autorisé. Bon. Après tout, pourquoi se priver, hein? Bien. Ensuite, il quitte. Il va en Chine. Et 27 ans plus tard, il a la nostalgie de son petit village. Et de son quartier surtout, parce que Tanger n'était pas un petit village. Il revient, avec beaucoup de péripéties, il arrive à Tanger, et il est encore solide. Il dicte tout ce qu'il a dans sa tête, de ce qu'il a vu dans cet immense empire, et ça plaît tellement au roi de l'époque, c'est un roi mérinide, qui lui dit, bon, écoutez, vous êtes vraiment un très grand voyageur, vous apportez beaucoup de choses. Maintenant, allez voyager dans d'autres espaces et rapportez-nous des informations. Informations stratégiques cette fois, parce qu'il voulait conquérir l'Afrique subsaharienne. Eh bien, ce grand voyageur, il a existé. Quand il est parti, il avait votre âge, moins de 25 ans en fait. Il s'appelle Ibn Battuta. B-A-T-U-T-A. Regardez sur Internet, Ibn Battuta. Et achetez son livre. Il est dans une édition qui ne coûte pas cher du tout. Maspero, en 3 petits volumes. Il y a l'édition de Gallimard qui est plus chère, mais à ce moment-là, pour le Noël prochain, faites-vous plaisir ou demandez à vos parents de vous offrir, non pas Ibn Battuta, parce que c'est un livre où il y a 3 livres, c'est les grands voyageurs arabes. Édition Gallimard, édition La Pléiade. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, je suis venu vous parler de science, mais je vous parle d'autre chose. Parce qu'en fait, tout est lié, bien sûr. Alors, il est 3h moins 10. Le temps avance. Si j'avais été un poids de vin, je serais venu tous les soirs vous raconter une partie de cette histoire, comme le Scheherazade, les Mille et une nuits, bien sûr. Là, je suis obligé de concentrer un peu. Revenons aux facteurs favorables.
Il y a les demandes sociétales. C'est quoi des demandes sociétales? Eh bien, dans toute l'histoire des activités scientifiques de l'humanité, ça commence toujours par des hommes de science, même si ce sont des petits, hein, des modestes. Eh bien, ils sont là pour répondre d'abord aux besoins de la population. On leur pose des questions. On leur dit, on a un problème. Est-ce que vous pouvez le résoudre? Alors, en général, on commence par aller voir si les anciens ont des solutions, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire transmis. Ça, je vous en ai parlé, j'ai eu même une conférence sur les savoir-faire tout seuls, qui ne sont pas écrits, mais qui sont très utiles. Bien. Mais là, ils cherchent les savoir-faire persans, indiens, arabes, berbères, ça ne sert à rien. On ne résout pas le problème. Alors, ils disent, il faut que ce soit les vrais scientifiques, ceux qui ont appris la science grecque, la science indienne, et qui, s'ils n'ont pas de réponse, au moins ont la capacité de construire de nouveaux outils. Ah, voilà comment la science avance. On va construire de nouveaux outils pour pouvoir éventuellement répondre à cette question. Ben, c'est ce qui va se passer. On va poser des questions aux savants de mécanique, de calcul du temps, d'orientation. Et parmi, évidemment, les questions qui sont devenues célèbres, parce que nous sommes dans une société confessionnelle, forcément, il y a l'idéologie qui joue là, et il y a des questions basées sur la pratique religieuse. Mais il n'y a pas que celle-là. Alors, j'ai laissé ces questions-là à la fin, si j'ai du temps. Je vous montrerai, il y a 3 problèmes que les gens vont poser, par exemple, un seul. Je suis un musulman, pratiquant, je ne suis plus en Arabie, parce qu'en Arabie, c'est facile. À peu près, on dit la Mecque est par là, donc on doit se diriger vers la Mecque. Donc on demande aux commerçants, on demande aux voyageurs, et on se dit, bon, c'est à peu près telle étoile, et puis bon, il y a une approximation, il y a une erreur de 1 degré, 2 degrés, c'est pas grave, Dieu est clément et miséricordieux, c'est l'intention qui compte en religion, et puis hop. Et quand on est à Samarcande, comment on fait? Et quand on est sur la mer Caspienne, quelle est la bonne direction pour la Mecque? C'est le flou total. On a besoin des scientifiques. Donc historiquement, les scientifiques, ce n'étaient pas des bêtes curieuses qu'on cache comme ça dans les universités, qu'on ne montre jamais à la télé aujourd'hui d'ailleurs, hein, rarement, et qu'on finance comme ça parce qu'il faut une politique de prestige. Non, non, à l'origine, c'est pour répondre à des besoins concrets. Puis ensuite, les scientifiques se libèrent dans toutes les civilisations. Ensuite, ils produisent une science qui n'est pas applicable immédiatement, et ils construisent ce qu'on appelle des traditions scientifiques, des théories. Ils élaborent des théories, voilà. Eh bien, cette question de comment déterminer la direction de la Mecque quand on n'est pas à la Mecque, bien sûr, quand on n'est pas trop loin, quand on est par exemple à Poitiers, tenez, après tout, hein, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, ils ont eu sûrement ce problème, surtout à cette époque. Eh bien, on demande aux scientifiques. Eh bien, les scientifiques n'ont pas pu donner la réponse scientifique. Le problème a été posé dès le 7e siècle. La première réponse scientifique et définitive, d'ailleurs, n'a été donnée qu'au milieu du 9e siècle, à Bagdad, par des savants dont on connaît le nom. Vous voyez le rythme de la science? Ça vous montre donc que tout ce que je suis en train de vous raconter par petites bribes, c'est un phénomène civilisationnel puissant, rien n'est par accident, que l'évolution de la science va se faire petit à petit, que la science a son rythme, qui n'est pas le rythme de l'économie, qui n'est pas le rythme des militaires, qui n'est pas le rythme de la politique ni de l'idéologie. Il ne faut pas bousculer les scientifiques. Il faut leur poser les questions et attendre que, d'abord, ils comprennent la question, attendre qu'ils la mathématisent, ce qui n'est pas évident, attendre ensuite de voir si dans leur besace il y a des outils. Ça fait parfois, on met beaucoup de temps pour être sûr qu'il n'y a pas d'outils déjà. Et ensuite, surtout, attendre que les mathématiciens ou les astronomes ou les physiciens élaborent de nouveaux outils parce que les problèmes sont nouveaux. Voilà. Il y a un deuxième problème très célèbre qui n'a rien à voir avec la pratique religieuse. Un jour, quelqu'un dans une soirée agréable comme ça, avec un bon dîner, puis peut-être sûrement du bon vin, parce qu'ils ne se privaient pas, même certains musulmans, hein. C'était très, très cool dans les élites, eh ben, on se posait des questions, des sortes de défis. Et alors la question, je vous la pose, vous qui rigolez là, comment couper, comme ça votre copine va vous coincer après, comment couper une pomme en 2 parties, tel que le rapport des 2 parties, le poids ou le volume, ce que vous voulez, soit un rapport donné à l'avance. Ne prenez pas comme rapport 1, parce que c'est facile, là, vous coupez à peu près au pif à la moitié. Mais dès que ça devient 2/3, c'est difficile. Vous êtes d'accord? En supposant que le couteau ne glisse pas. Hein. Bien. Et donc c'est un problème. Alors ce problème est banal, il est simple.
Il est lié à la vie de tous les jours, parce qu'il y a des gens qui ont envie de couper la pomme aux 2/3, pourquoi pas? Je plaisante. N'empêche, c'est un problème. Eh bien, ce problème a été posé par Archimède. Ce n'est pas un musulman, c'était un bon païen, mort en 212 avant Jésus-Christ. Mais ce problème est resté comme un défi parce que Archimède n'a pas résolu le problème complètement. Il a démontré le théorème, mais le théorème a besoin d'un lemme. Et vous êtes en première année, vous savez ce que c'est qu'un lemme. C'est un petit théorème tout gentil, tout gentil, tout gentil, mais ce qui verrouille tout. C'est lui qui verrouille le théorème. Et il a dit, bon, je laisserai le lemme à la fin, vous le trouverez à la fin de mon livre. Les musulmans, bons étudiants des Grecs, dès qu'ils ont découvert un livre d'Archimède, c'était vraiment le bonheur d'abord de le découvrir, puis ensuite de le comprendre, et puis ensuite, à ce moment-là, là, on devient vicieux. Ah, il y a un problème qu'il n'a pas résolu. Ah si, il a dit que la solution était à la dernière page. On cherche à la dernière page, la copie qu'on a trouvée, pas de solution. On demande aux gens, on les paye très cher, allez nous chercher des copies du livre d'Archimède. Le livre s'appelle le livre de la mesure de la sphère et du cylindre. Je ne vous invente pas des histoires. Hein. Ils sont allés chercher. Ils ont trouvé une deuxième copie. Ils vont à la fin directement. Il n'y a pas de réponse. Troisième copie, il n'y a pas de réponse. Vous croyez que les mathématiciens musulmans ont une seconde douté de la sincérité d'Archimède? Il était tellement énorme, tellement grand, comme si c'était l'Einstein de l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont dû dire, je suppose? Là, je redeviens conteur. Ils ont dû dire, ce sont sûrement ces salauds de copistes qui, soit ils picolaient le soir, ils ont oublié une page à la fin, soit ils étaient mal payés, leur syndicat leur a dit de saboter un peu les copies. Que voulez-vous que je fasse? Toujours est-il qu'ils n'ont jamais trouvé le lemme. Que font les mathématiciens musulmans? Eh bien, ils vont répondre à cette question. Qui entre nous ne sert pas à grand-chose? Ils vont finir par trouver la solution, mais pour trouver la solution, ils ont développé une théorie, et cette théorie va servir plus tard. C'est comme aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, appel citoyen, manifestez si vous voyez qu'un jour, la science, la recherche est en danger. Ne dites pas, c'est pas grave, c'est une recherche qui n'est pas applicable, qui n'est pas utile aujourd'hui. Je vais juste défendre les recherches applicables. Et surtout, quand il y a une manifestation pour défendre la recherche en sciences humaines, qui est liée surtout à l'art, à la culture, à l'histoire, manifester encore plus fort, ce sont ces sciences-là qui sont en danger, même aujourd'hui, parce que c'est un phénomène universel. Quand il y a des crises, on sacrifie d'abord ce qu'on croit être inutile pour le moment. D'accord? Alors regardez l'exemple des savants de l'islam au IXe siècle. Ne les oubliez pas maintenant, mettez-les dans votre case. Allez, on va manifester au nom d'Al-Khawarizmi ou d'Al-Mahani. Bon, vous ne les prononcez pas bien, c'est pas grave. Je vous enverrai les noms. On leur nom parce qu'ils se sont battus pour une recherche théorique qui n'est pas nécessairement une réponse aux besoins de la société. Anne, tu me fais signe hein, quand j'arrive à la... Parce que oui, je sais, il est... Oh, ben il n'est que 3 heures. Oui, on va continuer, bien sûr. Oh, ben je suis au milieu. Hein. D'accord. Alors, après la phase de traduction, après tous les facteurs d'encouragement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, grosso modo, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé dans toutes les civilisations. Donc là, je vais vous montrer des choses banales. Ce n'est pas exceptionnel. On va d'abord assimiler le savoir ancien. Je ne rentre pas dans les détails, hein, parce que j'ai des exemples, j'ai des conférences, etc. On va enseigner le savoir ancien, sans rien y toucher. Juste traduit en arabe. On va commenter. Ah, c'est intéressant. À un moment donné, les enseignants sont suffisamment forts pour donner un enseignement critique. Critiquer les anciens, ça veut dire qu'on a atteint un stade où on a compris ce qu'ils ont fait, on a assimilé, et on a l'audace, pas la témérité, l'audace de faire quelques remarques. Juxtaposition des savoirs. Ça, c'est une particularité de cette civilisation. Les acteurs de la science n'ont pas eu à choisir entre la manière de faire de la science indienne ou la manière de faire de la science mésopotamienne ou la manière grecque. Si vous voulez, prenons l'exemple des mathématiques. Vous êtes à l'université, vous savez qu'en mathématiques, grosso modo, on fait des mathématiques d'une manière algorithmique, c'est-à-dire on calcule. Ensuite, quand on a la solution, ben, il suffit de vérifier pour voir si ça marche. On teste, on fait de l'itération. Si ça ne marche pas, on corrige un peu. Donc ça, c'est une manière. Ça s'appelle la démarche algorithmique des mathématiques.
Beaucoup de peuples l'ont adopté, exclusivement même, ou presque. La Chine, l'Inde, la Mésopotamie. Et puis il y a une autre manière, qu'on vous a enseigné aussi, bien sûr, parce que nous sommes au XXIe siècle. C'est la manière de faire des mathématiques qu'on qualifie d'un mot pompeux, hypothético-déductif. Ça veut dire selon la manière grecque. Ça veut dire que faire des mathématiques, ce n'est pas seulement trouver un moyen de résoudre un problème, mais c'est parallèlement de montrer pourquoi ce moyen est bon et de montrer aussi comment il est bon et comment on peut l'appliquer dans certains domaines et comment on ne peut pas l'appliquer dans d'autres domaines. C'est la manière, la démarche hypothético-déductive des Grecs qui suppose de savoir ce que c'est qu'un axiome, ce que c'est qu'un postulat, ce que c'est qu'une définition, ce que c'est que des hypothèses, ce que c'est qu'une démonstration, avec toutes les catégories de démonstration, et ce que c'est qu'une conclusion et un résultat. Ça a été enseigné pendant des siècles chez les Grecs. C'est le seul peuple qui a développé des mathématiques hypothético-déductives. Les premiers mathématiciens musulmans arrivent, et astronomes, ils voient qu'il y a deux manières de faire des mathématiques. Normalement, d'après ce que je vous ai raconté, comme dans leur héritage scientifique, la Grèce est absolument écrasante dans son héritage, ils auraient pu choisir tout simplement la démarche grecque et ils auraient continué la tradition grecque. Eh bien non. Ils ont eu une sorte de comportement pragmatique. Ils ont pris les deux manières de faire la science. La troisième manière, c'est l'expérimentation qu'ont refusé les Grecs, qui va être introduite plus tard. Mais ce mélange n'est plus artificiel, il est tout à fait naturel et il devient la manière de faire des mathématiques. Dès la fin du IXe siècle, un grand mathématicien qui est moyen par rapport aux équipes qui existaient, mais pour nous c'est un grand quand même, qui est un chrétien, arabe chrétien, il s'appelle Qosta ibn Luqa. Ça veut dire Qosta, fils de Luc. Ben, Luc, c'est un nom chrétien. Mais ce monsieur, c'est un traducteur du grec à l'arabe, c'est un bon mathématicien. Il a constaté, il est un des premiers, qu'il y a une méthode qui a été utilisée par tous les peuples, chinois, indiens, etc., pour résoudre des problèmes qu'on appellerait aujourd'hui du premier degré. Cette méthode s'appelle la méthode de double fausse position. Bon, ils l'ont hérité des peuples anciens, ils ne savent pas qui est le premier. Et puis, pendant longtemps, ils l'ont utilisé et ça marchait. Ça permet de résoudre des problèmes, tous les problèmes du premier degré, avec une technique absolument géniale, mais il faudrait que je fasse un exposé sur ça. Bon, je l'ai dans ma conférence sur l'algèbre. Toujours est-il que, à un moment donné, ce monsieur, parce qu'il est dans un nouveau contexte scientifique, dans ce contexte de synthèse des démarches scientifiques, il a éprouvé le besoin totalement librement, personne ne l'a obligé, à élaborer une démonstration pour justifier la validité de cette méthode. Alors qu'elle a été utilisée pendant 2 siècles sans jamais avoir éprouvé le besoin de la justifier. Bien ? Eh bien, c'est une belle illustration de cette volonté de synthèse. Ensuite, il y a amélioration des résultats, découverte, innovation, discipline nouvelle. Bon, comme mon domaine de recherche est les mathématiques, première discipline nouvelle qui n'existait pas avant, l'algèbre. Deuxième discipline nouvelle qui n'existait pas avant, la trigonométrie. Il existait des éléments. Le sinus est indien. Mais la discipline va se développer à Bagdad tout le long du 9e siècle, 10e siècle, nous le savons. Et tous les résultats de trigonométrie élémentaire qu'on vous a imposés jusqu'en terminale, eh bien, ont été établis à Bagdad, au Caire, à Cordoue, entre le 9e et le 11e siècle. En particulier les formules de cosinus A plus B, sinus A plus B, etc., etc. Plus le théorème du sinus, en fait tout ce qui embête un peu les élèves en première terminale. Discipline nouvelle aussi, la science du temps. Discipline nouvelle aussi, en tant que discipline, c'est l'astronomie instrumentale. On va inventer des dizaines d'instruments d'une sophistication parfois telle que jusqu'à aujourd'hui, on écrit des thèses, des doctorats, pour pouvoir expliquer ces innovations très perfectionnées. Et enfin, émergence de foyers scientifiques nouveaux. Alors là, c'est le côté sociologique. C'est-à-dire qu'on peut concevoir qu'une civilisation, après tout, produise une tradition scientifique, mais que ça reste limité à 2 villes ou 3 villes. C'est ce qui s'est passé avec les civilisations grecques. Athènes, Alexandrie, pour la période hellénistique, peut-être une ville ou deux en Anatolie et encore pour certains aspects. Bref, ce n'est pas ce qui va se passer en pays d'islam. En pays d'islam, vous allez voir, des villes qui n'existaient même pas au IXe siècle vont d'abord apparaître comme villes et comme pôles commerciaux et pôles politiques,
et vont devenir des pôles scientifiques. Alors je vais le faire rapidement par des images. Puis après, je reviendrai à la question du transfert. Nous sommes à Bagdad, 9e siècle, apparition du premier livre d'algèbre dans l'histoire de l'humanité. Il est publié entre 813 et 833 par ce monsieur qui s'appelle Al-Khawarizmi, qui est d'origine persane, qui a vécu entre 780 et 850. Voilà. Donc Bagdad, c'est le premier grand pôle scientifique. Ça ne vous étonne pas, c'est la capitale de l'Empire. Mais elle ne va pas rester la seule. C'est ça qui est intéressant. Et c'est une conséquence précisément de la mondialisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Kairouan, 9e siècle, va devenir le premier pôle scientifique, pas du Maghreb, de l'Occident musulman. L'Espagne musulmane n'a pas encore atteint ce niveau. Et Kairouan va devenir le grand pôle médical. Il y aura une école de médecine pratiquement au 10e, 11e siècle. Bien. Cordoue. Vous voyez les décalages, c'est 10e, 11e. Donc là, c'est le premier grand mathématicien. Il s'appelle Al-Maghriti, c'est-à-dire de Madrid. Et ce sont ses élèves, mais pas n'importe lesquels. Ce sont ces élèves qui vont devenir de grands professeurs au XIe siècle. Nous connaissons ce qu'ils ont écrit. Pour certains, nous avons des ouvrages. Pour d'autres, nous avons des titres d'ouvrages. Puis les livres sont perdus. Mais les biobibliographes ont écrit avec précision, nous ont donné des informations sur ces élèves. Alors, lui, c'est le premier grand professeur qui crée une école de mathématiques et d'astronomie. Ces élèves vont continuer l'école et les élèves de ces élèves vont continuer. Donc, c'est une tradition. Vous avez Bukhara. C'était une petite ville avant. Nous sommes en Asie, cette fois. 11e siècle. Ce monsieur, c'est qui? C'est le plus grand médecin, considéré comme le plus grand médecin de la civilisation de l'islam, sur le plan de la synthèse. Il va être considéré par les Européens comme étant le plus grand après Galien. Et c'est Avicenne, Ibn Sina, latinisé en Avicenne. Et ce livre-là, vous voyez, ce livre, c'est le canon d'Avicenne, c'est le grand livre de synthèse. Mais ce livre a été tellement important pour les Européens, il a été traduit en latin au XIIe siècle, que, vous voyez la date ici? C'est le, combien, 15e, 16e siècle? Il a été imprimé en arabe à Rome, au XVIe siècle. Voici le Caire, fin du XIe. Le Caire, jusqu'au Xe siècle, n'existait pas comme ville en tant que telle. Il n'y avait que Fostat. Il va être créé par les Fatimites, donc une nouvelle capitale d'un nouveau pouvoir qui est non orthodoxe. Eh bien, dans cette ville, il va y avoir des développements relativement rapides, en 50 ans, de toute une tradition scientifique, représentée en particulier par de grands astronomes et par ce monsieur qui est d'origine irakienne, qui est Ibn al-Haytham, qui est mathématicien, astronome, physicien et philosophe. Saragosse, petite ville, en Espagne musulmane, tout près de la frontière, menacée par les armées castillanes, mais appartenant encore à un espace puissant militairement. Eh bien, au XIe siècle, il y a un roi, un petit roi, qui va avoir un château. Vous voyez, le château existe toujours. Si vous allez à Saragosse, visitez le château Al-Ja'fariya. Et dans ce château, on vous montrera la chambre où il faisait des mathématiques. C'était un petit roi. Il laissait son territoire protégé par des mercenaires chrétiens. Ça, c'est intéressant. Et pendant ce temps-là, il faisait des mathématiques parce qu'il était amoureux des mathématiques. Bon, il est mort très jeune. Il est mort en 1085. Et puis, les historiens disent qu'avant de mourir, il a laissé un livre très important. Et l'information a circulé depuis le XIe siècle. Et arrivé au XXe siècle, nous, chercheurs, continuons à lire dans les grands livres, relayés par les livres européens, les biobibliographes, comme Sarton, comme Steinschneider, comme Sesguin, comme Souter, qui disent « c'est quand même étonnant, voici un roi, c'est déjà exceptionnel, grand mathématicien, il a écrit un livre qui s'appelle le livre du perfectionnement, on a le titre, et puis nous n'avons aucune trace de ce livre. » C'est incroyable. Mais ça, c'est la difficulté de la recherche. Pour vous convaincre que je suis ici en train de vous raconter des choses, mais ces choses, c'est une accumulation de résultats depuis 1 siècle et demi de recherche. Et nous essayons de ne pas vous raconter n'importe quoi, même si on vous donne l'impression de faire un peu le compteur, d'accord? Mais tout ce qu'on vous dit, en général, a été vérifié, testé, discuté. Eh bien, ce monsieur, quand j'avais 30 ans, j'ai décidé de m'occuper de ce monsieur. Non pas de lui, mais de son livre. Et ce n'est pas normal qu'on ne trouve pas ce livre. Et je me suis lancé avec l'hypothèse que ce livre a dû exister, et comme il est
publié à Saragosse, que je connais l'histoire, c'est important de connaître l'histoire politique, culturelle. Saragosse avait des liens, parce qu'il y avait des réseaux de scientifiques. On peut avoir des chances de trouver quelques informations au Maghreb, parce que le Maghreb faisait partie de cet espace culturel et scientifique. Et je suis parti avec une bonne hypothèse. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Parallèlement, un de mes collègues a eu la même idée, ça c'est la recherche, hein. C'est un Hollandais, qui est professeur comme moi aujourd'hui. Et puis après 15 ans de recherche, on a trouvé d'abord une partie de ce livre. Lui, il a trouvé, disons, 60%, il a eu de la chance en Europe. Moi, j'ai trouvé, disons, 15%. Il restait combien? Non, 15 et 60, 75, il restait 25%. Et puis à un moment donné, comme a dit mon collègue, patatras, j'arrête ma recherche. Parce qu'on m'appelle pour être ministre. Il faut choisir. Continuer la recherche ou faire de la politique. Il y a des hommes comme ça dans leur vie qui hésitent. Moi, je n'ai pas hésité. J'ai dit, oh, allez, on va voir. Donc pendant 3 ans, je n'ai pas fait de recherche. Je me suis occupé de gérer les étudiants, les professeurs, les inspecteurs. Ce n'était pas de la tarte. Hein. Parce que dans mon pays, quand on décidait de faire grève, ce n'est pas un jour. Hein. On s'arrangeait pour que ce soit juste 2 jours avant les vacances de Pâques ou de Noël. Alors on avait donc 15 jours de vacances. Et évidemment, tout le monde faisait grève. Je ferme la parenthèse. Et heureusement, un jour, on me remercie, on me dit « Oh, on n'a plus besoin de toi comme ministre ». Enfin, j'ai encore du travail, j'ai une réforme, j'ai tout ce que... J'ai commencé à apprendre le métier de ministre. Vous savez, quand on apprend, on ne veut plus lâcher. Pas pour des questions d'avantage. Hein. J'avais une petite voiture, j'avais un petit salaire, mais c'était passionnant. C'était passionnant de gérer les hommes. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Alors, oui. Et on m'a remercié. Heureusement, je suis revenu à Paris, j'ai repris la recherche, et j'avais toujours en tête, il faut que je trouve les 25% qui manquent. Et j'ai repris mon bâton de chercheur, et j'ai financé certains de mes voyages. On m'a invité aussi comme expert, et un jour, à Istanbul, je trouve les 25% qui restent. Et donc, je vous informe qu'on a découvert aujourd'hui 500 pages de ce livre qui était absolument inconnu jusqu'à il y a 20 ans. Mais ces 500 pages, j'ai trouvé la table des matières de ce livre. Malheureusement, nous n'avons que le premier volume du livre, parce que la table des matières me dit explicitement qu'il y a un deuxième volume que ce petit roi, qui s'ennuyait, avait rédigé. Et je suis encore en train de chercher, malgré le fait que je suis à la retraite, professeur émérite, je cherche encore le deuxième volume. Alors si un jour vous entendez à la télévision que j'ai été décoré d'une décoration importante, hein, ça veut dire que j'ai découvert le deuxième volume. Parce que c'est un événement scientifique, un grand événement scientifique. Voilà. Bien. Alors, je vais vite. Donc, 12e, 14e siècle, il y a encore de la créativité en médecine, en optique, en mécanique, en mathématiques, en astronomie. Je dis ça parce que pendant longtemps, les historiens des sciences, en particulier en Europe, ont cru que le déclin dans cette civilisation a commencé à la fin du XIIe siècle. Et ce sont les recherches de ces 50 dernières années qui montrent le contraire. Mais parallèlement, il y a des affrontements. C'est ça qui leur a fait croire que les choses allaient très mal, effectivement, dans cet empire. Mais comme c'est un empire-monde, quand les choses allaient très mal, par exemple en Espagne, eh bien, ça n'allait pas si mal que ça. En Asie centrale, c'était très loin du lieu des conflits. Par exemple, on va fêter cette année le 8e anniversaire, le 8e centenaire d'une grande bataille qui a été une défaite des armées musulmanes, qui s'appelle la bataille de las Navas de Tolosa. Donc je suis invité à Jaén, d'ailleurs, en Espagne, pour parler des sciences à cette époque-là. Alors je vais les étonner, les collègues espagnols, parce que certains croient que c'est le tournant, effectivement, le basculement, c'est l'empire musulman qui détenait le monde, et 1212, c'est symboliquement et même réellement, donc le tournant, c'est la chrétienté européenne qui commence à reprendre le dessus. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Pendant ce temps-là, les sciences, dans d'autres régions de l'empire, parce que c'est un empire-monde, avaient encore leur tonus, leur dynamique, leur tradition. Et donc, il ne faut pas se fier aux événements militaires et politiques. Donc, il y a les offensives des croisades et les offensives mongoles. Et puis, il y a un phénomène, précisément, qui contredit tout ça. Pendant que les armées chrétiennes guerroyaient contre les armées musulmanes, et je vous assure que c'était sanglant, hein,
pendant les croisades qui vont durer 2 siècles, puisqu'elles vont commencer en 1099, ne vont finir qu'en 1270. Et lorsqu'elles vont finir, il va y avoir les invasions mongoles à l'est. Donc quand l'Empire musulman va commencer à souffler après les attaques de 2 siècles, eh bien, il va y avoir un tsunami qui vient de l'Asie, mais un vrai tsunami, hein, parce qu'il était vécu comme ça par les populations. Et alors là, on s'est dit, c'est fini, c'est la catastrophe, donc toute cette civilisation va tomber, et tout ce qui a été produit comme science va être oublié, après tout, comme ce qui est arrivé aux Grecs. Pendant 4 siècles, personne ne s'occupait de la science grecque, hein, alors qu'il n'y avait pas de cataclysme politique ou militaire. Eh bien non, pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique aussi, qui est la dynamique des échanges pacifiques entre les groupes sociaux, même d'une frontière à l'autre. Et il y a eu un phénomène que les musulmans n'ont pas vu venir, dont ils ne sont pas responsables, directement du moins, c'est que des groupes européens, des jeunes, qui avaient entre 18 ans, je vous assure qu'ils avaient votre âge, entre 18 ans et 30 ans, qui ont entendu parler de la science produite dans cet immense territoire, et qui vont venir de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Croatie, d'Espagne, vont aller vers les 2 villes qui vont être conquises par les Castillans, c'est-à-dire Tolède en 1085 et Palerme en 1069, et ils vont s'installer là, parce que ce sont 2 pouvoirs politiques chrétiens, mais les 2 capitales étaient encore des capitales scientifiques arabes. Et donc ils vont apprendre l'arabe, et ils vont commencer à traduire les textes, d'abord grecs, parce qu'ils étaient intéressés, c'est normal, parce que la Grèce était en Europe, et puis les textes arabes. Alors il va y avoir un phénomène qui va durer plusieurs siècles, 3, 4 siècles de traduction, au hasard de la découverte des manuscrits. Et ils l'ont fait librement, et ce ne sont pas les mêmes acteurs. Il y a les acteurs des guerres, les croisés, qui n'ont jamais touché aucun manuscrit, qui sont même allés jusqu'en Orient, et qui ne se sont jamais intéressés, sauf 1 ou 2, qui étaient des prêtres d'ailleurs, très éclairés. Sinon, vous savez, les soldats, pourquoi voulez-vous que les soldats et leurs chefs s'intéressent à un manuscrit mathématique? Bon. Quelle que soit sa nationalité d'ailleurs. Mais par contre, parallèlement, il y avait des éléments de la société civile qui, par intérêt, parce qu'ils étaient curieux, parce qu'ils étaient informés de ce qui se passait, vont dire ben ça nous intéresse. Il va y avoir un phénomène qu'on appelle aujourd'hui phénomène d'appropriation. C'est-à-dire que ce ne sont pas les musulmans qui leur ont donné les manuscrits. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on dit on va faire une coopération avec les pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'on décide ici, tranquillement, de créer une association pour aider un petit village africain pour avoir de l'eau, par exemple, pour creuser un puits, ou alors pour traduire un livre du français vers le Wolof, pour faire des mathématiques locales, ou alors en arabe, etc. Non, non, non. Ce sont, imaginez, des Africains, des centaines d'Africains, qui ne sont pas des clandestins, et qui viennent en Europe, mais ce n'est pas pour travailler clandestinement avec un salaire de misère, mais c'est pour traduire les textes européens, contre la volonté de ceux qui ont produit les textes. C'est ce phénomène qui est rare dans l'histoire. Il a eu lieu en particulier donc, au IXe siècle, 8e, 9e siècle avec les musulmans, et avec les Européens. Voilà. Et puis ensuite, au XIIe siècle, la science continue. Ça, c'est Omar Khayyam, qui va développer une théorie géométrique des équations du 3e degré. C'est un Iranien. À Marrakech, il va y avoir développement de l'analyse combinatoire. Vous voyez, ça, c'est le fameux triangle de Pascal, qui va être en fait déjà établi quelques siècles avant Pascal, à Marrakech, par un mathématicien qui était inconnu. C'est moi qui ai découvert ce chapitre. Je l'ai publié il y a 25 ans. Entre parenthèses, s'il y a des étudiants ou des enseignants ici qui sont intéressés par certains de mes articles, vous m'écrivez. Hein, je vous donne mon adresse à la fin. Je vous enverrai les articles, ils sont en PDF dans mon ordinateur. Il suffit que je clique. Voilà. Le Caire, XIIIe siècle. Eh bien, voici, c'est à ce moment-là qu'on découvre la petite circulation du sang. C'est Ibn Nafis. C'est un Syrien qui était directeur d'hôpital. Donc ça veut dire que la science n'est pas morte, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je vous donne des flashs comme ça mériterait des conférences, bien sûr. Mais la science n'est pas morte, malgré ce que disent certains historiens, jusqu'à maintenant parfois. Damas, XIVe siècle, ben voici un grand astronome, qui s'appelle Ibn Shatir, qui va développer toute une astronomie instrumentale, en particulier ce cadran solaire, et d'une sophistication jamais égalée. D'ailleurs, les Européens ne vont pas le comprendre du tout. Ils vont utiliser d'autres éléments, parce qu'il est trop compliqué. En plus, il utilise des courbes que les Européens vont mettre du temps à comprendre. Ce sont les coniques d'Apollonius. Elles ont été produites au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
mais ça reste quand même des mathématiques très difficiles, même pour un citoyen du Xe siècle européen. Les musulmans ont bavé d'abord, les premiers. Tlemcen, petite ville du Maghreb central, elle a été un pôle scientifique, en particulier au XIVe, XVe siècle. Il n'y avait pas de très grands mathématiciens, mais elle a préservé toute une tradition où on enseignait les mathématiques, l'astronomie, la philosophie. Voilà. Voici un texte d'astronomie. Samarcande, XIVe siècle. Ça, c'est une université construite à l'époque par un petit roi qui a été un grand savant, et qui est mongol d'ailleurs, qui s'appelle Ulugh Beg. Et surtout, c'est dans cette université qu'a travaillé le grand mathématicien Al-Kashi. Là, vous tapez Al-Kashi sur Internet, vous avez beaucoup d'informations sur lui. Bien. Alors, voici quelques images sur les grandes orientations. Ça, c'est l'astronomie instrumentale. Astrolabe inventé par les Grecs. Astrolabe universel inventé par un astronome musulman de l'Espagne musulmane. C'est l'astrolabe universel, l'astrolabe planisphérique. Ceux-ci, ce sont tous les observatoires qui ont été construits en pays d'islam pour observer le ciel. Voici une page d'astrologie. L'astrologie était la fille aînée de l'astronomie. Surtout, ça rapportait beaucoup aux astronomes. Voilà. Et donc, ils la cultivaient. Évidemment, c'était condamné par les théologiens. Tout le temps. Les théologiens ont condamné l'astrologie. Et même à un moment donné, les philosophes étaient avec les théologiens. C'est rare, hein. Les philosophes étaient avec les théologiens pour condamner l'astrologie. Ce n'est pas scientifique. Eh bien, on n'a jamais publié autant de livres d'astrologie qu'en pays d'islam entre le IXe siècle et le XVIIIe siècle. Et si quelqu'un veut me contredire, ben je lui donne les références. On a plein de références. Parce qu'on m'a contredit dans mes conférences quand je vais dans les pays arabes et musulmans. Ils disent comment, puisque ça a été interdit, c'est interdit. Mais non, les êtres humains sont compliqués. L'astronomie théorique, les éclipses, les modèles planétaires, la chimie, chimie de laboratoire, chimie industrielle. Ça, ce sont des alambics en série. Ça, c'est un alambic de laboratoire. La médecine hospitalière. C'est la civilisation qui, la première, n'a pas inventé l'hôpital, mais a développé une médecine hospitalière, une politique hospitalière. C'est différent. D'ailleurs, souvent, en pays d'islam, on n'invente pas quelque chose de précis ex nihilo, mais on va développer ce qui était embryonnaire à la dimension de cette civilisation, et comme on va la développer comme puissance scientifique, on va l'imposer de fait aux civilisations qui vont venir. C'est comme ça que l'Europe et la Chine, je n'ai pas parlé de la Chine, c'est toute une conférence, vont hériter de ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance, c'est l'argument d'autorité. La science vient des Arabes, donc elle est bonne. Vous savez, pendant longtemps, quand on croisait un Arabe dans la rue, on était fiers de lui serrer la main, au Moyen-Âge, européen. Aujourd'hui, ça a changé. Alors, un jour, j'ai dit dans un collège de 93, pour éduquer les enfants, parce que je suis quand même un citoyen. Les enfants, quand j'étais plus jeune, c'était mes enfants, et puis maintenant, ce sont mes petits-enfants, je suis grand-père. Je leur disais, attention, quand vous êtes dans la rue ce soir, vous allez quitter la salle, vous allez rencontrer un éboueur, qui est en général un Africain ou un Maghrébin, même si maintenant, avec la crise, ça a changé. Dans mon quartier du 15e arrondissement, c'est une belle jeune fille blonde qui balaye devant mon immeuble. Ben oui, ça a changé. Mais enfin, grosso modo, la loi reste Maghrébin, Africain. Je dis, attention, quand vous allez le croiser, dites-lui juste bonjour. Parce que peut-être qu'il est le descendant d'un très grand mathématicien du XIIe siècle. Voilà, ça les a touchés, les enfants. Voici deux hôpitaux. Donc l'un en Turquie, l'autre à Alep. Vous avez entendu parler avec les événements d'aujourd'hui. Alep est une ville en Syrie. Alep, c'est une grande ville scientifique et culturelle en Syrie. Et cet hôpital a été construit au XIVe siècle. Il a même deux sections spécialisées pour les malades mentaux, vous voyez, au XIVe siècle. Et ils étaient soignés d'ailleurs avec des techniques, en particulier qui utilisaient la thérapie musicale. Alors on leur apportait des orchestres. Ce n'est pas des légendes, c'est écrit noir sur blanc. Et ensuite, tous les hôpitaux des pays d'islam sont conçus comme étant des lieux de vie. Ça aussi, c'est une philosophie de la médecine qui a été reprise ensuite. Des lieux de vie, c'est-à-dire, comme on est dans un des pays tempérés, il ne faut pas qu'il y ait un toit. Il faut toujours qu'on voit le ciel, que la lumière entre.
Ensuite, il faut que ce soit ouvert pour que la nature soit présente. Donc il y a les arbres, donc il y a la beauté de la nature. Il y a les oiseaux, et il y a la musique de l'eau. Dans tous les hôpitaux, il y a un jet d'eau, systématiquement. Et on les connaît, les hôpitaux. On a même des livres qui ont décrit ces hôpitaux. Et enfin, pour compléter, quand un malade est un malade mental, on considère, d'après la théorie développée par Ibn Sina, l'Avicenne, du XIe siècle, mort en 1037, qu'un malade mental, ce n'est pas son corps qui est malade, c'est son âme qui est malade. Et d'ailleurs, même un malade tout court, si on aide son âme par une thérapie, elle peut aider le corps à résister à la maladie. Donc il y a eu toute une thérapie pour aider l'âme à soit guérir, soit à aider le corps. Et en particulier, il y avait des chanteurs, il y avait des poètes qui venaient réciter, il y avait des orchestres qui venaient chanter devant les malades mentaux. Même quand les malades mentaux sont très violents, la seule chose, c'est qu'on ne leur permettait pas de sortir devant l'orchestre, parce qu'ils étaient violents, on les mettait derrière les grillages, mais ils écoutaient la musique. Bon, alors voici de l'anatomie, voici de la chirurgie. Tous ces instruments ont été fabriqués et utilisés. Bon, ça accompagne, c'est des planches qui accompagnent des livres entiers. Alors, ce livre de chirurgie, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il est devenu. Voici de la botanique. Voici de la pharmacopée. Vous voyez, ce monsieur, gentiment, il est pensif comme ça, mais en fait, il fait du travail très sérieux. Il fabrique un médicament. Alors, pour ceux qui lisent l'arabe, qui sont dans l'amphi, ils peuvent très bien lire ici. Fabrication d'un sirop pour le rhume et la toux. Vous voyez ce qui est écrit en rouge, là. Voilà. La géographie humaine. La géographie mathématique. Vous voyez, ça, c'est une carte. Mais ça, c'est une carte aussi, sauf qu'il n'y a rien qui représente les mers, les fleuves, etc. Ce n'est pas nécessaire, parce que c'est une carte purement mathématique. Il n'y a que les villes représentées par leur latitude et longitude, qui supposent donc des calculs mathématiques, de la trigonométrie, alors que là, ce n'est que descriptif. Ça, c'est la première carte arabe du IXe siècle, commandée par le calife al-Ma'moun, faite par des astronomes et des géographes. Ça, c'est une carte de la fin du Xe siècle, à laquelle on a ajouté une boussole plus tard, parce qu'on a découvert la boussole à la fin du XIIe, début du XIIIe. Bien. Technologie de l'eau. Technologie du temps. Vous voyez, cette horloge, elle est très sophistiquée. Ceci, c'est le résultat d'un travail de grands spécialistes de mécanique de l'Orient, en particulier Bagdad et Damas. Et là, c'est un livre qui était perdu, qu'on a retrouvé il y a 20 ans, et qui montre qu'il y avait un grand spécialiste de mécanique en Espagne musulmane, alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas du tout de mécanique. Vous voyez, c'est une horloge, elle est très sophistiquée. Hein. On a réussi à comprendre comment elle fonctionnait. Ah, il faut que je regarde l'heure. Alors, oui. Il est 3h30. Donc, je vais conclure. Oui. Bon, voilà, je vais vous montrer en image qu'est-ce qui a pu circuler en Europe. Donc ça, c'est les chiffres arabes qui vont circuler en Europe. On a la preuve, regardez, ici, c'est un manuscrit du Xe siècle en bas. Ça, c'est maghrébin. Ça, c'est européen. Voici un astrolabe arabe. Voici sa copie conforme. La plus ancienne du Xe siècle s'appelle l'astrolabe carolingien. Nous savons que c'est une copie d'un instrument. Celui-là est d'origine grecque à l'origine. Hein. Voici l'astrolabe universel que je vous ai montré tout à l'heure, ou du moins une copie. Voici une copie conforme latine. On a juste enlevé les mots arabes et on a mis les mots latins. Voici un cadran d'astrolabe, un cadran astrolabique, la version arabe. Voici une copie conforme en latin. Vous voyez, sans commentaire. Hein. Pourquoi? Parce que la technologie, elle circule beaucoup plus vite que les textes, que les livres. On n'a pas besoin d'étudier les livres, puisqu'il suffit d'avoir quoi? Le mode d'emploi. Or, on faisait circuler le mode d'emploi et ça marchait. Voici, là c'est plus compliqué. Là, vous le trouvez dans l'espace Mendes France, à l'entrée. Ça, c'est une technique de multiplication. On la trouve dans la tradition arabe. D'ailleurs, il y a une erreur à corriger dans le truc. Oui, une petite erreur. En fait, j'ai pu démontrer que ça a été... cette technique est née essentiellement en pays d'islam. Elle a circulé en Inde, et non pas le contraire. Ça arrive comme ça. Bien. Et voici donc, elle a circulé en Europe, puisque ça, c'est la version européenne de Luca Pacioli, que vous trouverez dans l'espace Mendes France. C'est du copier-coller, vous voyez? C'est une technique très sophistiquée,
mais qui est très simple quand on la maîtrise, et surtout qui est plus pratique que la technique qu'on vous a apprise à l'école. Voici quelques passeurs, qui étaient des citoyens qui ont décidé de faire passer la science grecque et arabe en Europe, en la traduisant soit en arabe, soit en latin. Ce monsieur, c'est Gerbert d'Aurillac, c'est un Français, qui va devenir le pape de l'an 1000. Eh bien, sans apprendre l'arabe, il va aller à Barcelone, et il va profiter des premières traductions, et il va faire diffuser le savoir, donc arabe, partiellement, bien sûr. Celui-là, c'est Constantin l'Africain. Il est d'origine de Tunisie aujourd'hui, de l'Ifriqiya. Il connaissait l'arabe, il a appris le latin, parce qu'on pense que c'était un chrétien du Maghreb, ils existaient encore au XIe. Et puis il s'est mis à traduire des ouvrages de médecine de l'arabe au latin, sauf qu'il s'est permis une indélicatesse, il signait toujours de son nom. Et jusqu'au XIXe siècle, on a cru que c'était lui l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages de très haut niveau que les Européens n'ont jamais connus. Mais quand même, il a rendu service à l'Europe. La première école de médecine européenne, c'est Salerne. Elle s'est nourrie pendant un siècle des traductions de ce monsieur qui s'appelle Constantin l'Africain. Voici Béjaïa. Il y a Saragosse. C'est un juif qui est un passeur. Il a décidé lui-même d'écrire des manuels de mathématiques, mais en hébreu, à partir de ce qu'il a appris en arabe comme mathématiques, puisque c'était un élève d'un espace musulman, d'un espace arabophone de Saragosse. Par contre, ce monsieur, lui, vous le trouverez aussi dans l'espace Mendes France, c'est Pisano, Leonardo Pisano, Fibonacci, qui est allé au Maghreb, qui à l'âge de 9 ans a appris le système décimal positionnel indien, et qui ensuite a développé ses connaissances en algèbre en Orient, parce qu'il a pris les affaires de son père qui était commerçant, et il va devenir le premier grand mathématicien européen. Et son livre, c'est le Liber Abaci. Il contient à peu près 70% des mathématiques en fait arabes. Et puis comme il est un super mathématicien, il a ajouté des choses en plus. Voilà. Ensuite, on a commencé à traduire. Alors la traduction, c'est un phénomène qui va commencer au début du XIIe siècle, essentiellement à Tolède, qui va se développer jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Ça, c'est le livre d'algèbre de Al-Khawarizmi qui va être traduit en latin. Ça, c'est le livre de chirurgie d'un médecin du XIe siècle, fin du Xe, Az-Zahraoui, de l'Espagne. Eh bien, il aura une traduction latine et une traduction hébraïque. Il y a eu 124 traducteurs différents, répertoriés par Steinschneider. Donc c'est sérieux, hein, ce n'est pas accidentel. La langue de traduction, vous voyez, le latin, l'hébreu, et puis les langues vernaculaires qui existaient, en particulier plus tard le vieux français. Domaines scientifiques concernés, vous voyez, tous les domaines scientifiques ont été concernés, et il faut ajouter la philosophie aussi, bien sûr. Voilà, et puis la dernière image. Donc vous voyez, à la fin, les Européens, après 3 siècles de contact avec la science, tous les Européens étaient convaincus, sans être torturés, sans rien, que les musulmans et les arabes ont apporté quelque chose à l'humanité. Et donc ils avaient une image positive. Et ça a changé à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'il y a eu un retour à la Grèce, et on a marginalisé le savant musulman. Mais sinon, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, vous voyez, c'est 1647, on représentait la science par 2 personnages. Celui-ci est européen, c'est Galilée, et celui-ci est arabe, il est du XIe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est bon. Merci beaucoup donc, pour ce brillant exposé, très enlevé, qui, je pense, a ravi l'auditoire. D'ailleurs, il y avait un juge de paix, il n'y avait quasiment pas de bruit dans l'amphi. Ça c'est le juge de paix qui montre que vous avez su captiver l'amphi, du début à la fin.